On vit dans un tel confort. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'idéologies qui sont véhiculées, qui sont pas naturelles en fait. La femme va reprendre son rôle de femme et le mec va reprendre son rôle de mec. On vit tellement de trucs, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir peur, Ouais. c'est normal de se confier, c'est normal de se prendre dans les bras. Pour ça, c'est pas anodin si les trois quarts des suicides c'est des mecs. Hein. Pas parce que on est plus faible que les femmes, c'est qu'on encaisse plus tout simplement. Mon père nous a quittés quand il a su que ma mère avait un cancer. Et ma mère est décédée de ce cancer quand j'avais 14 ans. Donc si tu veux, j'ai commencé déjà la vie en me bagarrant. Viens, on vous parle les vrais trucs sur la vie. C'est l'émission où un expert casse toutes tes croyances sur la masculinité. T'en doutes? Alors vas-y, écoute. Bienvenue à ce nouvel épisode de Viens, on se parle des vrais trucs sur l'amour, où j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Cyril Diabaté, qui vient voilà, justement nous parler de son rapport à l'amour, à qu'est-ce que c'est qu'être un homme, de faire des sports de combat. Et si cette émission vous plaît, vous parle, soutenez, likez, enregistrez, appuyez sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que sont les prochains épisodes. Et donc Cyril, bienvenue et heureux de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invite, Marc. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien discuter d'autres choses des fois que des sports de combat. Donc, ça tombe bien. Est-ce que, voilà, en quelques mots, tu peux présenter ton parcours, qui t'es ou ce qui te paraît important à tes yeux de savoir sur toi aujourd'hui avant de parler d'amour, de relations, de masculinité, voilà, de tout ça? Alors, moi, j'aime bien utiliser un cliché qui est c'est assez connu. En gros, la vie est un combat. Et puisque c'est ma vérité à moi, je suis né dans début des années 90 à une mère française blanche avec un père africain de l'Afrique de l'Ouest. Mon père nous a quittés quand il a su que ma mère avait un cancer. Et ma mère est décédée de ce cancer quand j'avais 14 ans. Donc si tu veux, j'ai commencé déjà la vie en me bagarrant. Et puis après, plus tard, logiquement, je suis allé vers les sports de combat et je suis devenu 4 fois champion du monde dans différents sports de combat. Juste pour préciser sur ça, ce que tu dis logiquement, je suis allé logiquement vers les sports de combat. Pourquoi c'était logique pour toi? C'était Parce que j'en ai déjà longuement parlé, mais pour moi, les sports de combat pratiquer, enfin les sports de combat, on va dire virils, là où il y a du contact, là où il y a une recherche de chaos, pratiquer à haut niveau en compétition sont souvent une thérapie. C'est surtout souvent des gens qui ont besoin de soigner quelque chose, de soigner un trauma, d'extérioriser quelque chose, et ils le font à travers les sports de combat. Il y a très peu, voire aucun champion de très haut niveau dans les sports de combat type boxe thaï, boxe anglaise, MMA, qui vient d'une enfance heureuse. Tu vois, j'ai eu le jeune blanc qui vient des beaux quartiers avec des parents qui sont blindés. Lui, il va pas être dans les sports en tout cas, il va pas devenir champion de ces sports de combat parce que généralement, ces champions de sport de combat viennent de quelque chose de dur dans l'enfance et qu'ils ont réussi à transformer en quelque chose de positif. C'est sûr, moi je suis cette personne un peu blanche que tu décris, donc là-dessus je peux tout à fait comprendre. J'ai eu mon lot de difficultés, mais par contre c'est vrai que tu vois, dès que quand parfois j'ai pu me faire racketter, parce que je me suis beaucoup fait racketter, j'étais un petit blond avec écrit, franchement il y avait écrit raquette-moi, je suis mignon, il y a de l'argent dans mes poches, donc franchement je me suis souvent fait racketter. Et la posture de ma mère c'était toujours donne, c'est pas grave, c'est que de l'argent. Genre, en gros, elle était écrase-toi. La posture de ma mère, à chaque fois, c'était écrase-toi. Donc, effectivement, on m'a pas spécialement donné ce truc, bats-toi. Et s'il y a quelqu'un dans la rue qui est là pour te racketter, ferme ta gueule et dis oui et souris. Donc, c'est sûr que j'aurais pas été un très, très, très bon combattant jeune. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais c'est clair que j'ai pas eu cette rage d'avoir envie de mettre mon intégrité physique en jeu, parce que on m'a plutôt dit prends soin de ton corps plutôt que de tes possessions matérielles. Ayant dit ça, je suis aussi conscient qu'il y a certains privilégiés, tu vois, donc en France, c'est des blancs d'une certaine qui ont des parents qui ont accès à une certaine fortune, vont vers certaines pratiques qui sont dites extrêmes, tu vois. Donc c'est pas les mêmes en fait, tu vois. Non. C'est pas du tout les mêmes. Tu vois, par exemple, un pilote
tu vois, un pilote de sport auto, bah clairement, il risque plus sa vie qu'un mec qui rentre dans une cage, tu vois. Il y a beaucoup plus de morts Ouais. dans les sports automobiles euh, que dans le MMA. Et pourtant, c'est des gens qui viennent d'une certaine, tu vois, tu peux pas faire de sport automobile en France si t'as pas d'oseille. Même le rugby, tu vois, qui peut être populaire, mais qui est aussi pratiqué par les gens, les blancs privilégiés. En fait, c'est un sport de combat en équipe, tu vois. En gros, je suis pas en train de dire que si t'es riche et que t'es blanc, t'es une fiotte, mais il y a des trucs en fait qui sont corrélés en fait. C'est clair que la classe sociale, effectivement, le rugby par endroits, ça peut être un sport un peu plus bourgeois, Ouais. qui est plus vu par des bourgeois aussi. Donc c'est clair qu'il n'y a pas la même. Mais c'est vrai que ça vient pas mettre le même, j'allais dire, rapport à la destruction, une forme de potentialité de dégrader son corps. On le voit pas de la même façon. C'est vrai que dans un sport de combat, bah, c'est direct, tu prends le poing dans la gueule. Quand tu prends ta voiture, tu sais que c'est là, mais tu peux faire comme si c'était pas là. Dans le sport de combat, j'ai la sensation que tu peux pas faire comme Ouais, si le poing il allait pas venir dans ta mais gueule. tu sais, le rugby, c'est un sport de combat en équipe, tu vois. Même si le but c'est pas de mettre KO son adversaire, et entre guillemets, ça dépend, ouais. Euh, en fait, c'est vraiment moi qui ai pratiqué le rugby quand j'étais jeune et que j'habitais en Angleterre, c'est clairement plus dangereux qu'un sport de combat. Tu vois, parce que bah l'impact déjà, souvent il vient d'un endroit tu t'y attends pas. Jusqu'à il y a très très peu de temps encore en arrière, tu pouvais prendre un KO dans ton match, aller sur le banc de touche pendant 15 minutes, récupérer et puis revenir sur le terrain et jouer, tu vois. Donc il y a eu une évolution à ce niveau-là, mais bon, le rugby c'est clairement un sport plus violent que le MMA, tu vois. Pour moi, il y a même pas photo. C'est vrai que comme tu dis, c'est pas vu de la même façon. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc, bah, comme dans beaucoup de choses, selon la classe sociale, on va dire que c'est quelque chose de plus. Ça me fait penser à Chris Rock, un de mes artistes préférés, qui disait en gros les drogues en fonction de si elles sont tenues par des blancs ou par d'autres personnes, bah tu vois, le tabac et l'alcool c'est légalisé et le reste c'est pas légalisé, et que effectivement par endroit, bah, ta couleur de peau ou ton rapport à ça fait que on va dire que ça c'est quelque chose de entre guillemets positif, ou voilà, le rugby c'est un sport noble, alors que le MMA bah c'est pas du tout. Et donc effectivement ouais, je partage que alors que j'aurais pas dit que le MMA ou les sports de combat étaient moins dangereux que. Mais si t'as les stats, je te suis dessus. Bah, C'est tu sais, intéressant. tu sais, c'est simple. Quand t'es dans une cage face à un mec, tu sais d'où vient le danger. Tu vois, il est droit devant toi, tu le regardes dans les yeux. Alors que dans un match de rugby, t'as des dangers potentiels à 360 degrés. Je pense qu'on fera un petit retour après pour moi sur tout ce qui est rapport à la violence, Ouais. mais on va rentrer dans le cœur du sujet. Tu dis la vie est un combat. Alors comment tu t'appliques ça dans ta vie amoureuse, et c'est quoi pour toi aimer avec cette philosophie? Comment est-ce que ça c'est dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu mets ça aussi dans ta relation amoureuse, ou Ouais, c'est comment ça c'est c'est s'incorpore? très simple. Moi, je me qualifierais d'hypersensible, tu vois, même Ok. si a priori j'ai une carapace tu vois, une carapace physique, tu vois, de mec qui fait 2 mètres, assez costaud, qui montre pas forcément ses émotions, tu vois. Je suis un hypersensible, je ressens les choses de façon décuplée. Et forcément, tu vois, je disais la vie est un combat. Forcément, en amour, pour moi, hein, le truc qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie, c'est l'amour. Tu Ok. vois, c'est pas le décès, c'est pas le machin, enfin, le décès, mais différemment, tu vois, mais l'amour m'a fait énormément souffrir. Et donc, même dans l'amour, faut être un combattant, en fait, pour se relever de certains échecs amoureux. Et surtout chez les mecs, d'ailleurs. J'ai vraiment l'impression que les mecs subissent l'amour, enfin, un échec amoureux, euh, bien pire qu'une femme, tu vois. Et en tout cas, ils s'en relèvent plus difficilement. Et moi, ça a été le cas, Qu'est-ce tu vois. qui... Ça a été le cas. Mhm. J'ai eu plusieurs histoires amoureuses qui se sont mal terminées, où j'ai clairement morflé. Bon, à l'époque, j'étais pas conscient de ça, mais ma première grosse dépression, par exemple, c'est lié à un échec amoureux. Tu vois, donc je suis parti 2 ans en dépression, où j'étais dans le bad le plus total. Et une grosse partie de cette dépression, c'était une rupture en fait. Donc Ok.
Donc ouais, même tu me posais la question, le combat, enfin le lien entre le combat, la vie est un combat et l'amour, bah voilà, déjà le lien il est fait, c'est-à-dire que faut être un putain de guerrier, un putain de combattant pour se relever d'un échec amoureux où tu t'es impliqué à fond, où pour toi tu considérais la personne comme la femme de ta vie, tu vois. Ouais. Ça a été compliqué. Ouais, je comprends. Moi, c'est quelque chose, je peux le constater. Hein, parfois, ça a été montré récemment que je crois que quand tu as un chagrin d'amour, ton cœur physique grossit. Ah Ok, ouais, il est plus gros, il est plus épais, donc il a plus de mal à pomper le sang. Donc tu vois, le truc, vraiment un chagrin à cœur où je sens mon cœur lourd. C'est une réalité physique. Le cœur grossit, il a plus de mal à pomper le sang, donc on est moins. Il y a vraiment un truc. C'est pas bah, juste une impression émotionnelle. tu m'apprends des choses, mais franchement, quand tu vis un chagrin d'amour, euh, clairement, hein, je ressentais, ça devenait physique puisque déjà, bah, tu stresses, euh, à mon avis, le taux hormonal de certaines hormones doit tout exploser, tu vois. Là. J'imagine que tes taux de cortisol sont complètement décuplés et tout ça. Euh, mais tu vois, le truc, c'est que quand t'es dans ce bad-là, c'est vraiment ouf. C'est quand t'es dans ce bad-là, tu sais que rester dedans, tu vois, ressasser le passé, regarder des photos, des vidéos, lire des textos, lire des emails et tout ça, te remet dedans. Et Ouais. pourtant, t'es accro à ce truc-là, tu vois. Tu sais que ça te fait du mal. Ouais. Tu sais que ça, physiquement et psychologiquement, psychiquement, ça te fait du mal. Mais c'est comme si t'étais accro à cette douleur, tu vois. Et c'est ça qui est ouf avec le chagrin d'amour, c'est que tu baignes dedans et tu nages dans ton acide, tu vois. Ah mais moi c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus ces dernières années, c'était de pendant un mois Couper court. tu coupes tout. Ouais. Vraiment tu crées un espace dans lequel tu y a plus de messages, plus de mails, tu sais que l'autre peut pas t'envoyer de messages et je l'ai donné à plein de copines et plein de potes, ils m'ont fait putain mais comment ça fait du bien le moment où j'ai accepté de tout bloquer. Et il n'y avait pas un truc méchant, c'est pas je te bloque pour être méchant, c'est juste que pendant un mois ou 2 mois, il faut que mon corps, mais un peu comme une drogue, il y a vraiment un truc de Un sevrage, quoi. ouais, il y a vraiment quelqu'un qui disait, voilà, quitter quelqu'un, c'est comme lâcher une drogue. C'est-à-dire que l'autre a été énergétiquement avec toi, et donc il y a, putain, mais comme une drogue, il faut le temps que l'énergie parte, que les habitudes partent, que le fait que quand tu te réveilles le matin, bah, il y a plus son odeur, il y a plus son truc. En fait, ton corps, il s'est habitué, donc il a besoin de créer des nouvelles routines. Et donc, pour le plus radical, c'est Mais effectivement de pas voir l'autre. comme n'importe quel drogué, Ouais. le fait d'arrêter la drogue, c'est presque des fois quasi impossible, tu vois. En tout cas, souvent il faut de l'aide extérieure. C'est très compliqué d'arrêter tout seul, tu vois. Et quand tu as un chagrin d'amour et qu'il y a une rupture, couper court à tout, tu vois, toute communication, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Moi, j'ai réussi tout seul, mais franchement, ouais, tu prends sur toi et il faut une volonté, une force incroyable. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'était quoi tes ressources à l'époque? Est-ce que tu as eu des potes à qui tu pourrais en parler, des amis, ta famille ou des gens quand tu étais en rupture amoureuse ou juste tu l'as traversé toi Alors, j'ai eu, il y a eu deux Cyril en tout cas. Il y en a eu plusieurs, mais il y a eu vraiment un distinguo entre le Cyril qui se murait dans un mutisme, tu vois, dans un silence. Euh, Où il traversait tout seul, en serrant les dents, en emmagasinant aussi plein de trucs qu'il fallait pas. Donc je gardais tout pour moi, je renfermais tout, je montrais rien à personne. Il y a eu ce Cyril-là et ensuite j'ai découvert la thérapie par l'expression, tu vois, c'est-à-dire euh, j'ai écrit beaucoup, tu vois. À une époque, j'ai écrit beaucoup ce que je ressentais, ce que je vivais et tout ça. Et ça m'a fait du bien. J'ai soulagé tout un tas de choses. Mais grâce à cette thérapie, en fait, j'ai déverrouillé la langue et j'ai commencé à parler avec des gens qui comptaient pour moi dans ma vie. Tu vois, par exemple, mon meilleur ami
ou ma tante ou tu vois, donc j'ai pu libérer la parole et ça m'a fait énormément de bien. Mais le Cyril de l'avant, en fait, il était dans un mutisme de ouf. Et c'est vrai que ma première vraie ouais, déception amoureuse, celle qui m'a fait le plus mal en tout cas dans cette période-là de ma vie, j'étais encore dans ce mutisme, tu vois, je m'exprimais pas. Et j'en ai souffert énormément. Et donc, c'est un conseil que tu donnerais aux hommes qui nous écoutent de, bah, moi, c'est pareil, hein, parler, demander, aller en parler à Pas vos n'importe potes. qui, pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Pas n'importe Ok. qui parce que et ça c'est aussi une difficulté, c'est-à-dire que pas tous les gens qui t'entourent, pas tous les gens même qui t'aiment sont Ouais. bien placés, je dirais même bien positionnés, intentionnés pour écouter tout ce que tu as à leur dire. Surtout tes faiblesses, surtout tes failles. Tu vois, il y a des gens qui t'aiment dans ton entourage, mais qui, tu vois, moi ça a été le cas à un moment donné. C'est cette fameuse histoire où j'ai vraiment morflé. On était un couple, tu vois, un couple qui a réussi, enfin qui réussit. Elle mannequin, moi sportif, titré, tout ça. Donc forcément, tu crées des jalousies, tu crées des envieux, tu vois, on était déjà un petit peu médiatisés, tu vois. Et donc, forcément, il y a des gens qui te jalousent, qui t'envient, même des gens qui t'aiment, hein. Donc, dans mon entourage, j'avais des amis, euh, j'avais aussi un membre de ma famille, sans le savoir. Je le suis beaucoup plus tard que ces gens-là m'enviaient parce que j'avais la vie dorée, tu vois, je voyageais beaucoup, j'avais une gonzesse incroyable, machin. Donc il faut faire attention à qui tu te confies, il faut faire attention à qui tu te tu te livres. Ouais. Faut faire attention à qui tu demandes des conseils parce que des fois, des gens qui sont dans ton entourage, qui sont supposés t'aimer et vouloir ton bien, c'est pas forcément le cas, tu vois. Faut identifier les gens qui sont bienveillants. Faut faire attention parce que quand t'es déjà dans le bad, t'es dépressif, admettons, tu viens de connaître une rupture, donc là t'es vulnérable au possible. Faut faire attention à qui tu confies ton cœur, tu vois. Ça peut être à double tranchant. Ouais, ouais, et c'est potentiellement peut-être ce qui fait que tu disais tout à l'heure que les mecs vivent plus mal les ruptures que les femmes, parce que peut-être je sais que souvent les femmes ont une plus facile capacité à parler. Tu vois, moi j'ai un pote qui vient de vivre une rupture, il s'est mis dans sa grotte, et moi c'est un truc qui m'avait vachement touché quand j'étais aux États-Unis. Je venais d'apprendre que mes deux parents étaient malades, et il y a un mec qui m'a dit si tu veux, je viens jouer à la Game Boy à côté de toi. On parle pas de la journée, mais juste je me mets dans le canapé à côté de toi, et ça m'avait tellement touché. Ouais. Et là, je l'ai dit à mon pote, mais genre, viens, on va regarder des séries ensemble. Juste, je me mets sur le canapé, moi, je bosse à côté de toi. Et pour moi, parfois, il y a parfois pas besoin même de parler, mais juste demander, genre, est-ce que ce serait OK pour toi que je dorme chez toi? Est-ce que ce serait OK pour toi que juste tu glandes à côté de moi? Et c'est vrai que c'est pas un truc qu'on sait trop faire en tant que mec, Non, demander de l'aide, demander du pas du soutien, tout. demander à un pote de dormir à la maison. Ouais, ouais, non, c'est clair que euh, avec le recul, maintenant que je sais identifier la dépression, je sais ce que c'est parce que je l'ai traversé et surtout je l'ai identifié parce que dans notre entourage, on connaît tous des gens qui sont dépressifs mais qui ne le savent pas ou qui sont dans le déni, tu Ouais. vois. On en connaît tous et à partir du moment où t'es dépressif, déjà il y a un grand pas à faire, c'est l'acceptation, tu vois, la réalisation et l'acceptation de ta dépression. Et ensuite, le deuxième grand pas, c'est demander de l'aide. Et souvent, les mecs, même quand ils ont identifié la dépression et qu'ils savent qu'ils sont dans le mal, ils sont dans un bad mood vraiment dark, laisse tomber. Ils ont souvent beaucoup de mal à faire ce pas et à demander de l'aide. Ça c'est typiquement masculin, tu vois. On préfère être dans son silence. Tu vois la première fois où j'ai vraiment fait une grosse dépression, bah, je sortais moins, j'étais moins sociable, je restais chez moi, je passais ma vie entre la salle et dès que j'étais pas à la salle, je rentrais chez moi. J'étais tout seul chez moi devant ma télé ou ma PlayStation, tu vois. Tu sors plus, tu t'en bats les couilles de tout, tu te laves plus, tu t'alimentes à peine.
Tu vois, donc c'est vraiment un truc. Et pour autant, t'es dans le déni. Tu dis pas, ouais, je vis une dépression. Tu vois, t'es là, ouais, non, j'ai pas le moral. Tu vois, ça c'est une petite phrase que tu glisses. Mais pas avoir le moral, ça veut dire quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, j'étais là-dedans. Et, euh, et c'est vraiment des gens de l'extérieur, sans que je leur demande, hein, notamment un de mes meilleurs amis, qui est venu vers moi, tu vois, qui est venu vers moi. Il m'a jamais dit, il m'a jamais parlé de dépression, parce que t'as un mal alpha, t'as ton ego, t'as ton amour propre, t'as surtout pas envie qu'on te Ouais. dise, ouais, Coco, t'es en dépression, tu vois. Et même si on me l'avait dit à l'époque, je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi, dépression, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc, il vient chez moi, on a une grosse discussion, il me fait, ouais, Cyril, ressaisis-toi, poteau, je te reconnais pas, nanani, nanana, tu vois. Il me fait ce discours-là, et il dit, allez, vas-y, viens. Viens, viens, tu kiffes le Japon, vas-y, viens, on prend un billet, on se barre au Japon quelques semaines et tout. Et au début, je voulais pas, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que tu me racontes, le Japon? Vas-y, laisse-moi tranquille, tu vois. Pourtant, je suis amoureux du Japon, de la culture japonaise. Mais à ce moment-là, bah, quand t'es dépressif, de toute façon, t'as envie de rien. T'as envie qu'on te laisse tranquille. Ouais. T'as envie de rester sur ton canapé à rien foutre, tu vois. Et là, il y a mon pote qui me dit, vas-y, viens, on y va, on se barre. Ça va te changer les idées. Et il me convainc, tu vois. Et, euh, et là, on part. Et je parle de voyage initiatique, tu vois, parce que quand on parle de voyage initiatique, il y a une transformation, tu vois. Tu te transformes. Et là, j'ai vécu une transformation, une transformation. C'est-à-dire, je suis parti, et on en parlait tout à l'heure, le meilleur moyen pour combattre la dépression, c'est le changement. Tu vois, si tu continues à répéter ton quotidien tous les jours, à rester à répéter les mêmes erreurs, à côtoyer les mêmes personnes, à être dans le même environnement, le même chez toi, les mêmes plats, la même musique, tout ça. Et c'est au quotidien, ça devient très très compliqué de changer quelque chose. Tu vois, ça devient très très compliqué de sortir de ton état d'esprit de dépressif. Et je trouve que le changement radical te facilite les premiers pas pour sortir de la dépression. Et donc, quand je suis parti au Japon, t'imagines, je pars à Tokyo, donc une ville que j'adore, qui me fascine. On part à deux. Lui, il est resté 2 semaines avec moi et moi, je suis resté presque 3 mois, tu vois, tout seul, dans une auberge, tu vois, dans une auberge d'expat, tu vois. Et là, je baigne dans une À Tokyo? ouais, à Tokyo, ouais. Et là, donc, je baigne dans une culture qui me fascine. Tu peux pas faire plus différent que mon quotidien, en fait. Tu vois, je passe de mon appart, mes habitudes alimentaires, mes habitudes même de déplacement, ma salle, ainsi de suite, à partir au Japon, Tokyo, une ville qui me fascine, alimentation différente, langue différente, les gens que tu vois sont différents, décors différents, tout est différent. Et là, j'ai l'impression que ça te redonne du souffle, tu vois. Ça te permet moi j'utilise toujours cette métaphore, mais imagine, t'as une piscine, mais elle est pas remplie d'eau, elle est remplie de caca. Bah, la dépression, c'est ça. T'es dedans, t'essaies de nager vers le bord, mais t'as l'impression que le bord, il s'éloigne plutôt qu'il se rapproche. Et même quand t'essaies de choper l'échelle, là, pour sortir, bah, tes mains, ils glissent parce qu'elles sont pleines de merde, tu vois. Et, euh, et ben, je te jure que c'est comme si changer d'endroit, changer complètement de contexte, c'est vas-y, on vide la piscine de caca, on met de la flotte, et ben ça devient beaucoup plus simple, tu vois. Ouais. C'est beaucoup moins pénible. Du coup, bah, l'échelle, tu peux l'attraper plus facilement. Et t'as moins de merde dans les yeux, donc tu vois plus clair. Et ça te permet de remettre le pied à l'étrier, tu vois, tu remontes en selle et du coup bah tu peux repartir sur ton canasson, tu vois, c'est un peu ça. Et donc j'ai vécu une transformation, mais en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, le fait de changer complètement de contexte, même les gens avec qui tu parles au quotidien,
Je me suis fait des potes aussi. Donc tu penses plus à ta piscine de merde en fait, tu vois. Ah ouais. Ça te permet ça te permet de te reconnecter avec le vrai toi en fait, tout simplement. Et c'était quoi les nouvelles valeurs? Est-ce qu'il y a, dans le vrai toi, il y avait quoi comme nouvelles valeurs ou comme même nouvelles trucs que tu as découvert de toi, au-delà de retrouver ta confiance petit à petit? C'était quoi les trucs La transformation, c'est la. Moi, je pense que je suis quelqu'un de lumière, tu vois. Je suis je suis un être de lumière, on va dire, et que Ok. pendant cette dépression, t'es un être de noirceur, t'es dans le sombre, t'es dans le dark, tu vois. Et le fait d'avoir fait ce voyage m'a reconnecté avec ma luminosité, avec ma lumière en fait. Tu vois, le simple fait de de changer d'environnement, de reconnecter, de te refaire des nouveaux amis aussi. Tu vois, donc de redécouvrir des nouvelles sensations d'amitié, d'admiration, de fierté, tout ça. Tous ces trucs positifs, ces sentiments positifs te retransforment, tu vois, vers ce que tu étais avant ou même tu te donnes des nouvelles parties de toi en fait, tu vois, parce que il y a l'avant et l'après dépression, tu vois. Quand on a connu une dépression, on ne sera jamais plus pareil que quand on l'a pas connu, tu vois. Je pense que quand t'es adulte, t'as pas les mêmes armures, t'as pas les Ouais. mêmes trucs, t'as pas le même passé, t'as T'as pas les pas, mêmes ouais. responsabilités en tant qu'homme. Donc le poids est plus lourd parce que t'as d'autres choses à tenir que Ouais. la baraque quand t'es petit. Ouais, c'est ça. Et c'est juste, ça me fait un petit parallèle. Moi, le début de mon chemin initiatique et spirituel, je l'ai fait au Japon, sur une petite île où j'écoutais une Ah chanson des ouais. Rolling Stones au large de Hiroshima. Et je me dis, putain, il y a autre chose. Et vraiment, c'était cette chanson des Rolling Stones qui disait You can't always get what you want, but if you try sometime, you might get what you need. Donc, ce qui dit, t'auras pas toujours ce que tu veux, mais si t'essayes, t'auras ce dont t'as besoin. Et je sais pas, j'étais dans un petit ryokan sur une petite île et il y a eu un truc de, ah ouais, ok, il y a autre chose. Ouais. La vie, elle est là différemment. Et je peux peut-être pas le voir tout le temps, mais en fait, la vie, elle est à mon service, même si je le vois ou pas. Bah, tu vois, typiquement, je pense que toi aussi, tu as vécu tu vois, ton rite, tu vois, ton rite à toi. Euh, Ouais. alors, quand je parle de dépression, je dis attention, t'es pas obligé de voyager non plus. Le voyage me semble pertinent parce que ça te permet de faire une coupure nette avec ton quotidien. Mais tu peux aussi sortir de ce truc-là et puis faire une coupure nette avec ton quotidien en restant chez soi, tu vois, en changeant certaines choses, certaines habitudes et puis en prenant conscience aussi, tu vois, le premier pas pour sortir de sa dépression, déjà, c'est l'accepter, tu vois, je pense. Et il y a énormément de gens qui sont dans le déni. Et c'est marrant que tu me parles du Japon parce que j'ai eu j'ai parlé de dépression à plusieurs personnes, tu vois, des amis, pas que des amis d'ailleurs, même des gens que je connaissais pas. Et l'Asie, ça a souvent été un turning point, tu vois, le virage. Ouais. Tu vois, ça a été, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que l'Asie, je sais pas, il y a un truc il y a un truc qui plane, tu vois, il y a un truc qui est tellement différent de l'Occident qui facilite, en tout cas, ces rites initiatiques, tu vois, ces transformations. Et puis, moi, je suis persuadé que, tu vois, si j'arrivais à mettre ça en place un jour, je ferais des voyages bien-être. Euh, Ouais. pour des gens qui ont des problèmes, tu vois, de santé mentale, et je les emmènerai tous en Thaïlande, tu vois, dans un endroit bien spécifique, un peu loin de tout, mais dans une ambiance thaïlandaise et l'Asie, que ça soit le climat, que ce soit le tempérament des gens, le caractère des gens, tu vois, la vibes, c'est vrai que c'est complètement différent, en tout cas avec l'Occident que moi je connais, c'est-à-dire Paris, la région parisienne, voilà quoi, tu vois. Tout d'un coup, rentrer dans un monde dans lequel on n'a pas du tout la même approche de vie, les mêmes philosophies, bah, ça demande à ton cerveau, enfin, ça invite ton cerveau à se dire, mais en fait, il y a d'autres réalités, il y a d'autres manières de fonctionner. Donc, forcément, ça t'invite à reprogrammer à l'intérieur de toi, bah, en fait, il y a d'autres réalités. Donc, peut-être que je vis est pas aussi réel que ce que j'en a l'air. Donc, je peux m'inviter à faire d'autres choses. Et ça me fait penser, il y a plein de trucs. Moi, je trouve que ce que t'as fait ton pote, de dire, viens, on y va. Ouais.
Vraiment, messieurs, faites-le. Quand vous voyez qu'un pote Ouais, allait pas, sortez-le, bougez-le. Et pour moi, c'est la qualité de l'amour masculin. C'est vraiment de dire, c'est pas l'écoute, c'est viens, on change, viens, on est dans l'action, viens, je te sors de chez toi et on va ailleurs. Et ça, c'est une des très très belles qualités pour moi de l'amour masculin. Ou il y a pas longtemps, j'avais un pote un de ses meilleurs amis voulait aller à la montagne seul faire du hors-piste. Il lui a fait, mais t'as une femme et des enfants, tu fais pas ça. Il y a ce truc très là, c'est l'heure de bouger ton cul, tu fermes ta gueule et on y va. Donc messieurs, ayez cette énergie pour vos potes de là, si tu le vois pas bien, genre tu vas chez lui, tu l'attrapes par la peau du cul, tu le sors et ça lui fera du bien. Il te maudira sur le moment, comme que peut-être, mais ça lui fera du bien. Donc vraiment, pour moi, c'est oser faire ça pour vos amis, quoi. tu vois, j'ai vécu cette expérience-là avec cet ami-là, et je l'ai fait par la suite pour d'autres amis, parce que je me suis rendu Ouais. compte à cette époque, et ça c'est très masculin aussi. C'est-à-dire que Mm. quand tu vis cette expérience-là en amitié avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui concrètement qui te sort de la piscine de merde, tu vois, qui est sur le bord, qui a pas peur de lui-même de salir la main en tendant la sienne, tu vois, et qui t'extirpe de la piscine et qui entre guillemets qui te sauve la vie, tu vois. Et ben après tu le fais plus facilement pour les autres, tu vois. Mm. Et moi je l'ai fait plein de fois par la suite, mais c'est après l'avoir fait que je me dis ah ouais en fait c'est parce que mon pote il m'a fait ça il y a 10 15 ans en arrière qu'aujourd'hui je suis capable de le faire à mon tour, parce que sinon peut-être j'y aurais pas pensé, en tout cas j'aurais pas identifié la nécessité de le faire, tu vois. Mais pour revenir, qu'est-ce qui te fait dire, attendez, pourquoi les hommes ont plus de mal à vivre une rupture amoureuse, ou qu'est-ce qui fait que c'est plus dur peut-être pour un corps masculin de vivre une rupture ou de traverser ça? Alors, en vrai, c'est un peu quand je réponds à la question du mutisme, tu vois, c'est le mutisme Ok. masculin, le silence dans lequel se terre le mec, c'est mal et c'est bien en même temps. C'est mal parce que bah tu prends tout sur toi, tu vois, tu prends tout sur toi, t'as tendance à tout prendre, toutes les responsabilités, toute la pression, tu vois. T'as tendance à le faire, mais instinctivement, tu vois, naturellement, c'est un truc qu'on fait ça, tu vois, quand t'es en couple, que t'as un foyer, que t'as des enfants, que t'as une gonzesse, instinctivement, tu fermes ta gueule et tu prends sur toi, tu vois. Ça, c'est vraiment et je pense que ça, on y est préparé déjà par notre génétique. Je pense que, sincèrement, je pense que c'est dans notre code génétique, ça, cette caractéristique. Et puis, il y a la société aussi qui nous façonne et qui nous forme aussi à fermer notre gueule et puis encaisser, tu vois. Donc ça, c'est le bon côté, parce que, enfin, ça, c'est le mauvais côté, et bah, c'est une dualité forcément, mais alors le mauvais côté, c'est que bah, tu prends tout sur toi jusqu'à un moment où bah il y a un surplus et que tu peux plus et ça doit sortir. Et généralement chez les mecs, c'est dans l'autodestruction, tu vois, ou la dépression, ou l'alcool, ou les substances, ou machin, tu vois, tout ça, ou alors le burn-out parce que tu travailles trop, tu t'es dans le travail et que tu t'enfermes dans ce rythme-là. Euh, et donc, ça, c'est vraiment le côté négatif. Le côté positif là-dedans, c'est que je suis sûr que le rôle de l'homme dans un couple, dans un foyer, c'est d'être le roc, c'est d'être le pilier. Tu vois, c'est sur lui que repose la solidité de votre famille, tu vois. Parce que, alors je dis, faut faire attention, je dis pas on est plus important que la femme. La femme, elle est complémentaire, tu vois. En aucun cas, je vais dire que dans un foyer, dans une famille, le mec a une part plus importante que la femme. C'est juste qu'on a des rôles différents. Un des rôles principaux de l'homme, c'est d'être ce roc, c'est d'être ce pilier, cette charpente sur laquelle les autres peuvent se reposer, tu vois. Et pour ça, le mutisme, c'est intéressant. C'est-à-dire que même si on est stressé, même si on vit un truc pas facile à vivre, même si on a tendance à le garder pour nous et de renvoyer cette image de roc, de solidité sur lesquelles les autres peuvent se reposer, tu vois. Et donc il y a vraiment une dualité entre
entre les deux. Quand t'es un mec, en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Quand t'es un mec, il y a une part de toi qui emmagasine, qui prend tout, qui prend même le négatif des autres membres de la famille. Et c'est dur. Parfois, tu subis une pression colossale. Mais en même temps, c'est ton rôle, en fait. Tu vois, donc, c'est compliqué des fois de savoir à quel moment je dois demander de l'aide. À quel moment je dois arrêter de subir, arrêter de tout prendre sur moi et puis demander de l'aide à quelqu'un. Et ça, c'est pas évident à faire, tu vois. C'est pas évident à faire et c'est pour ça que il y a énormément de mecs, on entend parler d'eux. Le mec, il a 45 ans, il a une femme, 2 enfants, il se suicide. Et personne l'a vu arriver. Personne, sa femme, ses enfants, personne n'a vu le truc arriver parce que le mec, il a pris tellement sur lui, il a emmagasiné, il a encaissé tellement sans se plaindre dans son mutisme et tout ça qu'à un moment donné, c'est trop. Et même s'il extériorise pas ce qu'il vit, c'est trop pour lui et son seul échappatoire, en tout cas pour lui dans ce moment-là, c'est la mort, tu vois. Et pour ça, c'est pas anodin si les 3/4 des suicides c'est des mecs, hein. C'est pas parce que on est plus faible que les femmes, c'est qu'on encaisse plus tout simplement. Ouais, et puis surtout qu'il y a pour moi c'est vraiment au moment du suicide, il y a cette image de j'ai jamais su demander de l'aide donc je sais pas faire. Exactement. Donc pour moi, dans l'intérieur de moi, je suis enfermé dans un truc et je vois aucune issue parce que je vois pas qu'en fait il y a des potes en haut à qui je peux demander de l'aide parce que j'ai toujours regardé et compté sur moi et donc forcément le seul truc que je peux faire, je sais pas qu'on peut casser la carapace, qu'on peut mettre une échelle, qu'on peut demander à un copain de sortir le caca. Donc tout ce que je sais faire, c'est mourir dedans. Et puis surtout, je crois que dans les chiffres, les tentatives de suicide sont assez similaires, mais les hommes y arrivent mieux parce qu'ils font des trucs terminaux. Ouais, exactement. On a cette violence de passer à l'acte et quand on le fait vraiment. Voilà. Les femmes font plus de tentatives, mais souvent c'est des tentatives, c'est des appels à l'aide, et donc elles ont de l'aide finalement. Et les mecs font moins d'appels à l'aide et plus des passages à l'acte pour y passer, quoi. Et il y a une nette différence. Ouais. Que je trouve qu'aujourd'hui, dans ça, en tant qu'homme, le bon équilibre, c'est un peu comme tu vois un bon patron, un bon leader, où on lui donne les infos, il les reçoit, il les prend calmement, mais il sait redéléguer. Et donc pour moi, je pense qu'il y a cet endroit où un homme dans un foyer, il peut emmagasiner, prendre, mais il peut aussi redemander de l'aide, savoir déléguer, savoir dire là j'ai besoin de ça. Et donc pour moi, il y a vraiment, tu vois comment, là je voyais grâce à toi et ton image vraiment le père de famille peut être ce leader d'une entreprise auquel il gère les infos, mais sa qualité c'est qu'il va pas faire oh merde, on a un truc à rendre dans 10 minutes. Ok, on a un truc à rendre dans 10 minutes. Ok, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas faire ça. Moi, je te demande de l'aide à ça. Et donc, pour moi, un truc un peu plus moderne, ce serait c'est j'emmagasine. Mais je sais redemander de l'aide, je sais l'idée, je sais redéléguer et pas tout faire tout seul. Ça t'inspire quoi cette image-là Non, mais je suis tu vois quand je parle de rock et tout ça dans un foyer, on pourrait utiliser ça comme leader ou chef d'entreprise, tu vois. Ça pourrait être ça. C'est le même parallèle en fait, tu vois. Et c'est vrai qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui ne panique pas, tu vois, qui sait rester stoïque face à l'adversité, face à des trucs qui sont peut-être stressants, mais il garde tout pour lui. Il veut surtout pas communiquer son stress aux employés, aux actionnaires, à tout le monde en fait, tu vois. Donc oui, le patriarche, c'est quelqu'un qui, même face à l'adversité, sait gérer ses émotions, c'est calmer tout le monde, rester stoïque, pragmatique, déléguer les tâches, tu vois, à droite à gauche. Bon bah toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et ainsi de suite, tu vois. Mais tu vois, on est à une époque où aujourd'hui on essaie de faire croire à tout le monde que la femme c'est la victime, qu'elles sont oppressées, notamment par l'homme et tout ça. C'est compliqué d'être un homme en 2025, tu vois. C'est compliqué. Il y a tout un tas de problématiques. Alors, je dis pas que c'est plus compliqué que pour une femme, mais dire que l'homme a la plus facile que la femme, là, je suis pas du tout d'accord, tu vois. On vit une pression extrême, tu vois. Si aujourd'hui
tu veux que ton foyer fonctionne correctement. Déjà, je crois à la structure du foyer traditionnel entre guillemets, à savoir que l'homme, voilà, c'est le patriarche et que ensuite il y a la famille qui se construit. Voilà, je suis persuadé que c'est ça le modèle pour l'homme en tout cas, et que la structure moderne du foyer, c'est-à-dire que il n'y a pas un leader, mais il y a deux leaders. Je pense que ça ne fonctionne pas. Je pense Ok. pas que ça fonctionne. Je pense que chacun ses qualités. Encore une fois, je dis pas que c'est pas parce qu'il y a un leader que son lieutenant est moins important. Le rôle du lieutenant à la femme est tout aussi important que le rôle du leader. C'est juste deux rôles qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que voilà, l'homme il prend une part, il domine ou machin truc. Non, c'est pas vrai. J'arrête pas de le dire. Moi, je compare le couple parfait au un sable toujours asiatique, le yin et le yang, tu vois, Ouais. qui représente la masculinité et la féminité, qui représente plein d'autres trucs, mais pour moi, qui représente ça. Euh, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu retires une des parties et t'as pas un équilibre. T'as pas d'équilibre. C'est déséquilibré, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, pour revenir à ta question, c'est notre société aujourd'hui avec ces idéologies qui sont mortifères, qui font en sorte que aujourd'hui il est beaucoup plus en 2025, il est beaucoup plus compliqué de trouver une femme, de fonder un foyer et que ça soit équilibré qu'il y a 50 ans ou il y a 70 ans en arrière. Et ça, j'en suis persuadé parce qu'aujourd'hui, il y a, tout est dénaturé en fait. Tout est dénaturé. Euh, Aujourd'hui, on inculque aux femmes que d'être de plus en plus masculine, c'est bien, c'est un progrès. Et on dit la même chose aux hommes d'ailleurs, d'être de plus en plus féminin, c'est un progrès, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Dans quel sens c'est pas le cas? C'est pas après moi pour moi dans le côté tu vois quand tu dis toi que tu peux avoir accès à plus d'émotions, à ta dépression, pour moi ça c'est un côté où on accepte son féminin et pour moi ça c'est nécessaire pour un homme. Ouais. Et je pense que après ça dépend comment c'est placé. Pour moi il y a trouver un bon équilibre entre le yin et le yang comme tu le dis, que ce soit complémentaire. Et qu'aujourd'hui effectivement parfois tu peux entendre des deux côtés où les mecs râlent que les meufs soient trop masculines et certaines meufs râlent que les mecs soient trop féminins. Alors, et on est là en fait alors il faut trouver le bon équilibre. le yin et le yang, il y a quand même c'est pour ça il est parfait ce symbole. T'as un cercle qui est divisé Ouais. avec une partie blanche, une partie noire. Mais dans chaque partie blanche, il y a un point noir et vice versa. C'est-à-dire que dans chaque homme, il y a une part de féminité et dans chaque femme, il y a une part de masculinité, tu vois. Bien évidemment, si ça devient disproportionné, c'est-à-dire que la partie blanche, elle est plus petite que la partie du noir au sein de la partie blanche, elle est trop grosse, ça dénature complètement l'équilibre du truc, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important que chacun soit conscient que on a notre rôle dans le couple. C'est pas si tu veux que ton foyer il perdure et qu'il fonctionne, faut pas que la meuf elle soit aussi masculine que le mec. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui on tend vers ça en fait. Alors oui, c'est important que les mecs aient une part de féminité, soient capables de communiquer leurs émotions. C'est tout à fait important, mais il faut pas que ça soit à l'excès. Faut pas que ça devienne des pleurnicheuses, ouais, tu vois, toujours de se plaindre, machin, tu vois. Euh, Je comprends très bien moi ça a été. et, et, Vas-y. c'est la même chose chez la meuf. T'as pas envie d'une meuf, s'il y a une embrouille en voiture et que tu te prends la tête avec un autre conducteur, que t'entends la portière qui s'ouvre et c'est elle qui descend. Tu vois, bon, je schématise, je vulgarise, mais c'est un peu ça, tu vois. Chacun son rôle, chacun ses caractéristiques qui sont naturelles en plus. C'est-à-dire que là, notre société nous pousse vers un comportement qui n'est pas naturel. Tu vois, quand les femmes laissent
mettre de côté leur propagande et les schémas les idéologies qui sont véhiculées dans notre société aujourd'hui, et elles redeviennent moins sensibles à ces propagandes-là. On retrouve des schémas, des comportements qui sont comme avant, en fait. En fait, le problème, le gros problème, voilà, pour tout simplifier, c'est que on vit dans un tel confort, dans un tel confort en Occident, dans une opulence, tu vois, de tout, tu vois, de moyens, de moyens matériaux, de tout, en fait. On vit dans un confort. On vit pas ni la peste, ni la guerre, ni tu vois, la récession, on vit pas ça. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'idéologies qui sont véhiculées, qui sont pas naturelles, en fait. Et c'est un truc que je dis souvent. Si demain on revit un cataclysme sociétal dû à une épidémie ou une guerre ou une attaque de martiens ou un apocalypse zombie, tu vois, tu vas voir que naturellement l'ordre naturel va revenir. C'est-à-dire que la femme va reprendre son rôle de femme et le mec va reprendre son rôle de mec. C'est parce qu'on est dans l'opulence et dans la loisiveté et dans le confort que on se permet avec le luxe d'aller chercher des trucs qui sont complètement mortifères, tu vois. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai pu moi beaucoup vivre parce que pendant très longtemps, j'ai pas assumé complètement. Donc, j'étais un mec plutôt vulnérable qui était un peu dans l'arcade. Moi, j'étais tout le mec que tu pouvais décrire à une époque. Et pourtant, j'ai vécu dans des milieux plutôt spirituels et donc avec des femmes qui disaient qu'elles aimaient les hommes sensibles, vulnérables, blablabla, blablabla. Mais comme je fais 1m93, 90 kilos et que j'ai ma gueule et mon truc, elles attendaient tous à un endroit que je sois un mec. Et en fait, il y a un truc bah ouais, en fait, toutes mes meufs, avec toutes les relations qui n'ont pas marché, c'est parce qu'à aucun endroit, j'ai assumé d'être un mec, de poser le cadre, de dire ça c'est oui, ça c'est non, ça se fonctionnera pas comme ça. Et le moment où ça a changé, mes relations, elles ont complètement changé. Et aussi, pour moi, ça a été un truc bah, en fait, j'attendais que mes meufs soient à un endroit féminine. Et donc, je disais, bah, en fait, si elles attendent de moi, si j'attendais qu'elles soient féminines, elles doivent attendre de moi que je sois masculin. Et donc, j'ai fait mon travail, moi, pour vraiment aller poser mes couilles sur la table et dire en fait ça c'est de la merde et ça fonctionne pas et ça c'est pas ok, la prochaine fois que tu te fonctionnes comme ça se repassera pas comme ça. Et j'ai mis du temps avant d'assumer ce truc parce que voilà, je voulais être aimé dans mes émotions. Mais donc je comprends très bien ces ambivalences entre le discours qu'on peut entendre qui oui, on veut des hommes sensibles et vulnérables. Puis une fois qu'elles ont un homme sensible et vulnérable et qui chiale, elles sont là, non. Elle lui manque de respect en plus. Elle lui manque de respect. Exactement. Ouais, bien sûr. Parce qu'une femme, excuse-moi de te couper, mais une femme, en fait, ça c'est un truc que je reprends souvent, tu vois. Elles ont envie de se sentir protégées sous toutes ces formes. C'est-à-dire qu'elles ont envie quand même de savoir que elles peuvent se balader dans la rue avec leur mec et qu'elles risquent entre guillemets pas grand-chose, tu vois. Elles ont envie de savoir qu'elles vont prendre la voiture et si la voiture tombe en panne, elles peuvent compter sur le mec pour, tu vois. Donc cette sécurité-là c'est intrinsèque, tu vois. C'est encore une fois, c'est programmé dans la génétique, je pense. Hein. Elles le ressentent. Au plus profond d'elles. C'est-à-dire que même si la société, la propagande leur a fait croire qu'elles ont besoin d'un homme hypersensible, voire féminin, au final, quand shit hits the fan, quand la merde est postée sur le ventilo, quand la merde débarque. Voilà, elles veulent un mec sur lequel elles peuvent compter. Tu vois, je parlais, c'est une anecdote que j'utilise souvent, mais t'imagines, on est au ciné, tu vas au cinéma dans le 93 avec ta gonzesse et que le rang derrière toi c'est 4 Kaira de 16-17 ans qui cassent les couilles à tout le monde parce qu'ils font trop de bruit. Elles ont envie qu'à un moment donné leur mec qui est à côté d'eux se retourne et dise les gars, s'il vous plaît, faites un peu moins de bruit. Ouais. Tout simplement. Et aujourd'hui, la société veut féminiser tellement les mecs qu'à un moment donné, elles sont déconnectées de leur masculinité. Et leur masculinité, c'est la capacité d'enclencher la violence s'il le faut, la capacité à gérer la violence, la capacité à être physique,
à être viril, à mettre en avant les qualités viriles, à un moment donné, tu vois, elles ont besoin de ça. Ah mais complètement. C'est l'ambivalence Ouais, de plein de discours et de plein de personnes qui. Enfin voilà, moi j'ai pu entendre dans plein d'accompagnements ou de trucs, des personnes dire ah mais c'est plus un mec, et de critiquer alors que il fait. Enfin tu vois, il est là, mais il y a plus cet ancrage, il y a plus ce côté rassurant et donc ça fonctionne plus. Et donc ça me dit, c'est quoi pour toi les qualités complémentaires que t'attends, tu vois, peut-être pas d'une matriarche, mais on pourrait avoir un patriarche et un matriarche. Ce serait quoi les qualités yin entre guillemets que t'attends de ta partenaire bah, je pense que, alors moi je suis très old school, mais en même temps, je pense que c'est pas pour rien si euh, l'inversion des rôles, euh, on le connaît Ouais, depuis quoi, 50 ans, soit 70 ans max, tu vois. C'est très ouais, récent sur une échelle humaine de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Tu vois, ouais, c'est hier où trois lascars se sont réunis et se sont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les trucs. Bon, la femme, elle va porter le pantalon, ou en tout cas, ils vont se partager le même pantalon. C'est que hier, tu vois, sur l'échelle de l'histoire humaine, c'est même pas hier, en vrai, c'est la dernière minute qui vient de s'écrouler, tu vois. À un moment ouais. donné, faut être conscient que si l'humanité a pu progresser, a pu évoluer pendant des centaines de milliers d'années, c'est parce qu'il y a eu des schémas qui ont été mis en place. Il y a un fonctionnement qui est lié à la nature, qui a été mis en place. Et aujourd'hui, on essaye de s'éloigner de cette nature. On essaye de faire croire aux gens que parce on a progressé et on n'est plus des hommes de Cro-Magnon, que la meuf peut porter le pantalon aussi bien que le mec peut porter le pantalon. Mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Pour moi, Oh, les le porte différemment, hein. Moi, je trouve ça c'est différent, hein. Les formes d'une femme dans un pantalon ou les miennes, ça a rien à voir et ça en ne. plus, ouais. En plus, ouais. Non, pour en venir à ta réponse, je pense qu'une femme, c'est vraiment le schéma, les caractéristiques féminines que moi j'attends chez la femme. C'est vraiment presque une caricature aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est tellement mal vu d'être une vraie femme ou un vrai homme. C'est quoi? C'est être maternelle, être émotive, mais avoir une intelligence émotionnelle en même temps, être pragmatique, tu vois, avoir tenir la ficelle de la bourse, tu vois, les cordes de la bourse, tu vois. Toutes ces qualités qui ont fait qu'on a traversé les âges et on a progressé. Bah, c'est ça qu'il faut remettre en avant. Et c'est pour ça Ouais. que je disais aussi que attention, c'est pas parce que le patriarche est un roc que le rôle de la femme est secondaire. Pour moi, Non. encore une fois, je reprends cet esprit du yin et le yang. C'est un sphère, c'est un cercle géométriquement parfait parce que si tu le coupes en deux, il y a la même partie de chaque côté. Et c'est pour te dire à quel point il n'y a pas une partie qui est plus importante que l'autre. Même si le mec, effectivement, il a ce rôle de pilier, de roc, la femme, c'est le ciment. Tu vois, la femme, c'est le ciment. Donc, une femme parfaite, idéale entre guillemets, c'est voilà, c'est quelqu'un qui est en connexion avec les qualités premières de la femme du couple, c'est-à-dire maternelle, en connexion avec ses émotions, intelligente émotionnellement, être capable de prendre certaines décisions, parce que pareil, c'est ça dans l'histoire. Euh, c'est la femme qui tient l'économie du foyer. Tu vois, on a toujours dit, ouais, le mec, machin, euh, avant une femme, si elle divorçait ou se séparait de son mec, elle était à la rue et tout ça. Mais c'est la femme, quand elle est dans le foyer, c'est la femme qui tient les cordes. C'est la femme qui tient la bourse, tu vois. Et ça, c'est vérifiable avec des écrits, avec l'histoire humaine, tu vois. Ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, on essaie encore une fois de transformer tout ça. Donc, ouais,
je dirais que une femme idéale, c'est, moi je prends toujours cet exemple-là parce que il est criant de vérité. C'est, je fais référence à un feuilleton qui date des années 60-70, La petite maison dans la prairie, où t'as la famille Ingalls, Ouais. tu vois. Et ben J'adore. pour moi, le mâle alpha, c'est Charles Ingalls et sa femme, je crois qu'elle s'appelle Marie Ingalls. C'est le prototype de la femme parfaite, tu vois. Elle sait taper du poing sur la table quand il le faut, quand c'est dans son domaine d'expertise, tu vois. Elle se laisse pas faire pour autant, elle a du caractère, mais pour autant elle connaît sa place, tu vois. Bah pour moi, la petite maison dans la prairie, si vous regardez ça, le mec, Charles Ingalls, il est capable de tout. Il est capable de ressentir de l'émotion et d'être là pour les siens. Il est là, il a de la compassion. Il est intelligent émotionnellement. Il est capable de sacrifier pour les autres. Il est altruiste. Il pense à sa famille avant lui. Tu vois, il y a tout un tas et pour autant, il est viril. C'est-à-dire la virilité positive. Il est violent quand il le faut. Quand il y a, je sais pas, des Apaches ou des Cherokees qui débarquent, il prend sa Winchester, il monte sur son canasson, il n'hésite pas, tu vois. Il a des grosses couilles, tu vois. Et sa femme, c'est elle qui tient la baraque, en fait. Elle tient la baraque. Charles, quand il rentre et qu'elle n'est pas d'accord avec lui, il baisse les yeux, tu vois. Et pour autant, c'est un mec masculin, c'est un viril, tu vois. Et j'aime bien parce que pour moi, c'est quand même un homme aujourd'hui, c'est un homme moderne. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir de son yin et son yang, son point blanc dans sa partie noire, dans cet équilibre-là. Et donc, pour moi, un endroit, toute la mouvance féministe, elle a aussi amené ça et de pouvoir, à certains hommes, de pouvoir goûter ça. Mais après, sans perdre ce qui a été beau depuis des millénaires, et que pour moi, j'aime, mais là, en t'entendant, il y a vraiment cette idée tu peux avoir le patriarche et la matriarche côte à côte. Et après, moi, genre, c'est plutôt qu'on est co-leader sur des domaines différents. Ouais, comme tu le dis, toi, tu es leader sur certains domaines et elle est leader sur certains domaines. Et ça sert à rien d'avoir deux leaders. Et ça a été pour moi tout le truc aujourd'hui dans l'évolution, justement, je reprends la métaphore de l'entreprise, où tu sais, avant, on était un truc pyramidal, vertical. Ensuite, on a tenté l'horizontal dans lequel il n'y a plus de leader, il n'y a plus rien, mais il y a quand même des jeux de pouvoir et de la manipulation derrière, parce que ça n'existe pas un monde sans leader. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on est dans un truc un peu horizontal dans lequel, sur ce domaine, moi, je suis leader, sur ce domaine, toi, t'es leader, et chacun sa place, mais et pour l'homme et pour la femme. Chacun est à sa place, mais dans un bon sens du terme. Chacun prend sa place et va pas empiéter sur l'autre, parce que moi, je suis très bon dans ce domaine-là, toi, t'es très bon dans ce domaine-là, donc moi, je vais être leader sur ça. Et bien sûr que tu vas venir me challenger, me questionner, qu'on pourra en parler, mais voilà, pour moi, on est co-leader, chacun dans son domaine et chacun à sa place, d'une belle façon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est des trucs qui sont de plus en plus, tu vois, le rôle de l'homme, dire que voilà, il oppresse, tu vois, ce truc cette notion d'oppresser tout le temps la femme. Parce que on est trop masculin, tu vois le terme masculinité toxique est complètement surutilisé tout le temps. Dès que tu mets en avant des qualités masculines, c'est de la masculinité toxique. Ouais. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que tu vois, j'en parlais il y a pas très longtemps, mais la violence, tu vois, la violence dont fait preuve les hommes. Je suis désolé, mais la violence, elle est nécessaire. Il y a une violence qui est négative, mais il y a une violence qui est positive aussi. Tu vois, les flics, les pompiers, les machins, tous les corps de métier, un soldat, tous les corps de métier qui utilisent la violence, mais de façon positive. T'imagines un monde sans flics. Imagine un monde sans flics, ou un monde sans militaires, ou un monde sans pompiers, ou un monde, tu vois, c'est pas possible en fait, c'est impossible, c'est impossible. Et tu sais, j'ai beaucoup communiqué là-dessus, notamment sur mon Instagram, mais je prenais des peintures anciennes tu vois, d'un homme de Néandertal qui sort de sa caverne avec sa lance du rudimentaire, avec son silex au bout, et qui est en train donc il sort de sa caverne.
tu vois l'ouverture de sa caverne et tu vois des gens à l'intérieur, tu vois, tu devines sa femme, sa famille et tout ça. Et puis là, il y a un tigre à dents de sabre qui est devant et lui, il est en train de le chasser, tu vois. Mais en fait, un mec sans ses qualités de virilité, machin, comment il ferait? Comment on aurait perduré? Comment on serait encore là, en fait? Tu vois, c'est-à-dire que les qualités d'un homme un homme nous ont permis de traverser les âges, nous ont permis de conquérir, nous ont permis de construire, nous ont permis de faire tout un tas de trucs qui ont fait évoluer l'humanité, tu vois. Et aujourd'hui, non, c'est pas bien d'être viril, c'est pas bien d'être masculin. Bah, si. Bah non, moi, je partage complètement. Pour moi, ça a été d'être en paix avec être un homme. Moi, ça a été tout un chemin avec ma violence, accepter que j'ai de la violence, accepter que c'est ok pour moi parfois d'être violent, c'est ok pour moi de parfois menacer. Moi, je sais que ça a été c'est souvent un truc que je dis, tu vois, quand parfois je vois des femmes se comporter avec des hommes, mais moi je dis, mais je ne me comporterai jamais comme ça avec un autre mec parce que je sais que je m'en prends une dans la gueule. Exactement. Et que pour moi, il y a cette violence verbale, il y a cette violence émotive, il y a cette violence, et je suis là, mais moi jamais je crierais sur un mec comme certaines femmes se le permettent. Moi, je me prends une tarte. Et donc, je sais que je vais pas aller là. Et donc, je sais que j'ai un respect du corps des autres hommes parce que je sais que je peux m'en prendre une. Bien sûr. Et moi, souvent, parfois, ça m'est arrivé qu'on me critique en me disant un homme ne doit pas frapper une femme. Aucun homme ne doit frapper. Enfin, tu vois, pour moi, il y a cette phrase-là, il y a une sorte de. Parce que certaines femmes se permettent certains gestes et certains comportements qui peuvent amener à beaucoup trop de violence. Et moi, je me souviens que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans mes relations de dire à une de mes ex, en fait, là, si tu continues, je t'en fous une. Donc, s'il te plaît, arrête de me crier dessus, arrête de m'insulter. Et je me souviens, une fois, il y en a une, elle a été vénère parce qu'elle était putain, mais pourquoi tu me dis ça? Tu devrais pas me dire ça. Et le lendemain, elle en a parlé à sa psy, et sa psy lui a dit, bah, Marc, il a eu raison de faire ça. C'est sain de dire à quelqu'un, en fait, là, je vais t'en foutre une, il faut que t'arrêtes. Bien sûr. Elle me dit, putain, maintenant, je suis vénère contre toi et ma psy. Et non, en fait, c'est sain. Et messieurs, en tant qu'hommes, dites-le quand vous êtes à 2 doigts d'avoir envie de foutre une claque à votre gosse, à votre pote, à quelqu'un, dites, en fait, là, j'en peux plus. Et si tu t'arrêtes pas, soit je vais aller casser un truc dehors, donc laisse-moi partir, soit je t'en fous une. Mais dites-le. Verbalise, c'est ok d'avoir de la violence, c'est ok de ressentir de la violence, faut pas en avoir peur. Et à partir du moment où tu la mets devant soi, c'est ok, parce qu'on part pas. Une fois que c'est dit, on passe pas à l'acte. C'est un truc très très clair, ça a été montré une fois que tu as dit, tu sais, c'est comme dans les films de méchants. Tu sais, le méchant, tu sais qu'il va tuer le gentil, ou il peut tuer quelqu'un que s'il arrive et qu'il bute. Tu sais qu'à la seconde où le méchant il va commencer à parler, c'est foutu. Ouais. À la seconde où il commence à parler, l'action se vide. En plus. Donc pour moi, c'est important de remettre la violence physique au centre de notre société. On n'en a pas besoin qu'elle passe à l'acte, mais on en a besoin qu'elle soit présente et qu'elle existe et qu'elle soit nommable, qu'elle soit pensable, qu'elle soit critiquable, qu'elle soit actionnable. Tu vois, il y a un truc qui est sain, je trouve, avec la violence, c'est que c'est un garde-fou, tu vois, tu viens d'en parler, mais un domaine dans lequel on voit qu'il y a une dérive, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux avoir un compte anonyme, tu vois, avec un pseudo et tout ça, et insulter un mec qui, dans la vie, tu le ferais jamais parce que il serait en face de toi et tu sais très bien qu'il te mettrait une torgnole, tu vois. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le féminisme, en tout cas la propagande moderne, qui te dit ouais on n'a pas le droit de frapper une femme et tout ça, leur a octroyé un comportement qui est archi toxique des fois. Le nombre de relations que j'ai eues où j'ai une femme qui hystérique, qui est en face de moi à 10 cm de mon nez, ça elles savent très bien faire, à 10 cm de mon nez, en train de me gueuler dessus, tu vois, comme si j'étais en train de me gueuler dessus comme un putois, en train de me provoquer, sachant qu'il y a cette frontière à pas traverser, tu vois. Il y a ce truc et toi t'es là, t'es en train de ronger ton frein, tu sais très bien, comme t'as dit, si c'est un mec qui fait ça, il se prend une dérouillée directement. Tu l'exploses. Tu vois, tu l'exploses. Tu l'exploses, c'est sûr. Mais parce qu'il y a ce truc de... Surtout qu'en plus, c'est Cyril Diabaté en face. C'est pas genre, à la limite avec moi, vas-y, tu peux peut-être s'en sortir. Mais avec toi, c'est absurde. Mais même, en plus. Tu sais, je veux dire un truc. Si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y avait cette capacité, avec un bouton, tu te télétransportes dans l'endroit de ton interlocuteur, tu verrais que du jour au lendemain, tout le monde est poli sur Internet.
Tu vois, tout le monde est poli. Il y a personne qui se manque de respect, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les relations hommes-femmes, il y a un petit peu ce truc de, ouais, t'as pas le droit de frapper, machin. Et donc, il y a des femmes, beaucoup d'ailleurs, qui en jouent, qui sont là, qui sont complètement toxiques, qui ont un comportement complètement toxique où la meuf, elle est en face, comme je te dis, elle est en face de toi, elle est à 10 centimètres. Elle est en train de te gueuler dessus, tu prends des poussillons dans tes yeux, t'es là et tout, et tu dis, oh putain. Et t'es en train de serrer tes poings intérieurement, en train de dire, fais pas ça, tu vois. Mais c'est abusé, en fait. C'est abusé. Mais aujourd'hui, C'est abusé. parce que il y a encore une fois, cette société qui, clairement dévirilise les hommes, leur enlève leur masculinité, tu vois, leur coupe de cette masculinité, ça donne des comportements qui sont complètement toxiques en fait, tu vois. Alors bien évidemment, un mec qui est trop violent, moi je suis sans pitié, tu vois, un mec qui tape sa meuf, qui l'envoie à l'hosto et tout ça machin, moi tu mets, on devrait prendre ces mecs-là et les mettre dans une cage et leur faire un 3x5 avec un combattant professionnel, comme ça lui il a son entraînement, son sparring un petit peu viril, tu vois, et lui il a sa punition, tu vois. On devrait faire des trucs comme ça doit être sympa ça. J'aime bien, ça me va moi. Bah, bien sûr, non mais ouais, c'est un pote un jour qui m'avait dit ça. On devrait remettre la violence physique pour se protéger du trollage sur Internet, des gens qui se permettent de t'insulter. Et moi, j'avais adoré ça. C'était un acteur que j'aime beaucoup, qui est Shia LaBeouf, qui était la star des Transformers. Ouais. Où un jour, il est un peu parti en couille et il s'est fait lyncher sur les réseaux. Ouais. Et il a dit, OK, je vais louer un appart pendant 2 jours. Tout le monde pourra faire la queue, venir et m'insulter. Et il a dit, tout le monde, genre, il y a eu, je sais pas, des milliers, tu vois, c'était quand même Shia LaBeouf, il est super méga connu, c'était la star des Transformers. Et les gens se sont posés devant lui et personne n'a réussi à l'insulter. Bien sûr. Il a dit, ben voilà, une fois qu'ils étaient en face de moi, ils ont vu un être humain qui a des émotions, qui est là. Et ils sont pas venus m'insulter. Et c'est pas possible. Je suis sûr qu'il y en a plein je suis sûr qu'il y en a plein qui ont voulu faire des photos et des autographes. Ça, tu vois? C'est clair. C'est clair. Et donc, pour moi, ouais, c'est important de remettre et de remettre la violence comme un garde-fou en fait, elle est là, elle existe, et soyez vigilants. Et moi, vraiment, je me souviens dans une de mes relations, il y a une meuf qui m'a dit, là, tu me fais peur. Je lui ai fait, mais j'espère que t'as peur. Parce qu'en fait, là, il y a des comportements qui sont pas OK. Et je sais que moi, ça a été un des moments où avec ma belle-fille, ça a été, où je lui ai nommé, en fait, elle était en train de garder les clés d'un truc. Je devais donner les clés à quelqu'un qui les attendait depuis 6 mois. Ça faisait 6 mois que j'attendais le truc. Et elle avait caché les clés. Et j'étais là, genre, en fait, moi, il faut que je parte dans 5 minutes parce que j'ai un avion à prendre et ça va pas fonctionner. Et je lui ai dit, écoute, là, je ne sais pas quoi d'autre. J'ai l'impression que tout ce qui est à l'intérieur de moi, c'est que j'ai envie d'être violent et d'être physiquement dur avec toi. Et j'ai pas envie de faire ça. Et donc vraiment, je lui ai dit, vraiment là, je sens la colère, je sens la rage, je suis démuni face à toi. Et j'ai pas envie d'être violent, j'ai pas envie de t'agresser. Mais c'est là où j'en suis. Et elle m'a entendu, elle a fait désolé. Elle m'a donné les clés et on a eu une conversation très calme. Mais vraiment, messieurs, dites-le quand il y a de la colère, quand il y a de la rage, c'est OK de la ressentir. C'est pas OK de passer à l'acte, à part si vous êtes dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agresser votre femme, ou s'il y a quelqu'un qui est il y a un chien que vous devez taper, tapez le chien. Et dans ces cas-là, c'est nécessaire de l'avoir, c'est nécessaire de savoir se battre pour moi en tant qu'homme, c'est nécessaire de savoir faire des sports de combat. Donc, connaissez votre violence, mettez-la devant vous. Par contre, après, dites-la, là, je suis à un point de violence et vraiment, il faut que cette conversation, elle s'arrête. Et c'est OK de le dire. Et ça peut faire peur. Moi, je sais que les premières fois où j'ai dû dire, putain, j'ai envie de te foutre une claque. Et moi, ça a été un des trucs c'est le moment où je crois que je me suis senti le plus féministe et égaux avec les femmes. C'était dans un cours de théâtre, on avait le droit de suivre nos impulsions. Et on pouvait s'embrasser, faire des trucs. Et un jour, j'ai foutu une claque à une meuf. Parce qu'elle était en train de faire gna 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 gna. Et putain, je me suis jamais senti aussi égal d'une femme que d'avoir osé, dans un contexte dans lequel c'était autorisé, de mettre une claque. Et c'est venu détendre, c'est venu casser toutes mes croyances de je peux pas frapper une femme, on n'est pas égaux. Enfin, genre, dans tous ces trucs, en fait, on nous parle d'égalité.
Mais on veut pas qu'on soit égaux sur la violence, on veut pas égaux qu'on soit sur les corps. Donc on parle de plein de trucs d'égalité Sur la violence verbale aussi. Sur la violence verbale, c'est-à-dire que à quel moment c'est ok pour qu'une femme se mette à 10 centimètres d'un mec sous prétexte que lui il a pas le droit de répondre, elle peut lui gueuler dessus, lui manquer de respect et tout ça, c'est pas normal ça. Parce que il y a un truc aussi c'est pas ok. dont on parle pas, c'est la violence non verbale. La violence non verbale dont les femmes font preuve, où elles ont un certain niveau d'expertise qui dépasse largement les mecs, tu vois. Moi, je suis resté très longtemps avec une femme dans une relation toxique où clairement, dans la violence non verbale, elle m'a largement dépassé. Hein. Là, on est sur autre chose. Moi, j'étais ceinture jaune, elle était ceinture noire, tu vois. Et j'ai vécu des violences verbales psy, tu vois, des violences psy de la part de cette meuf. Alors que non, normalement, je suis désolé, c'est pas possible. Et il y a ce truc encore une fois de comme l'homme il a pas le droit de taper la femme, machin, ça se fait pas et tout ça. Ok, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. L'homme n'a pas le droit de taper la femme, mais la femme n'a pas le droit d'être violente verbalement, psychologiquement avec l'homme. Si on est d'accord là-dessus et que c'est une règle établie pour les deux, moi, je suis d'accord. On signe. Moi, je suis pareil, je suis très bien, mais à ce moment-là, pour moi, il faut un équivalent. Il faut un équivalent. Et comment tu t'es sorti de cette relation où il y avait de l'abus psychologique Ah merde, désolé. Non, la rupture. Parce qu'à un moment donné, je vivais psychologiquement, j'étais atteint, tu vois. J'étais psychologiquement, psychiquement, j'étais atteint. C'est-à-dire que je me sentais plus homme, je me sentais plus à ma place. J'étais foncièrement malheureux parce que j'étais dans une relation ultra toxique face à une femme qui faisait preuve d'une violence psy extrême, tu vois. Et quand t'es amoureux, parce que j'étais profondément amoureux de cette personne, quand t'es amoureux et que t'encaisses, tu vois, on parlait du mutisme tout à l'heure, j'étais en plein dedans, tu vois, Ouais. je vivais un enfer à la maison, mais j'en parlais à personne ou quasi personne, et j'ai encaissé, tu vois, c'était horrible. Est-ce que pour moi, je vois que ça a été, en tant qu'homme, pendant longtemps, le fait que je sois un homme et qu'elle soit une femme, je me disais, elle sait mieux aimer que moi. Donc, quand elle avait tu sais, des commentaires ou des phrases sur les émotions, les relations, sur ce qui se passe bien dans la relation, je lui faisais confiance en disant, elle a raison. Et moi, je m'écoutais pas et je me suis vachement écrasé en tant que mec à cause de ça. Et je me suis demandé si, tiens, dans cette relation-là ou ces relations-là, ça a joué le fait de, peut-être qu'elle sait mieux que moi parce que c'est une femme. Ou peut-être qu'elle a plus de raison que moi parce qu'elle sait mieux ce qui se passe psychologiquement, émotionnellement dans une relation. Alors moi, je pense que j'ai été, alors même si j'ai été enfermé dans un mutisme et j'exprimais pas forcément ce que je ressentais et mes émotions, je suis conscient que j'étais conscient assez jeune que j'avais une certaine intelligence émotionnelle, tu vois. J'étais capable de décrire ce que je ressentais et même ce que les autres ressentaient, tu vois. Et donc ça, je le sais depuis que je suis assez jeune, tu vois. Et donc j'ai mes relations, lors de mes relations, ça a toujours été pas un super pouvoir, mais un truc dont je me suis servi énormément, tu vois. Donc j'ai jamais eu une femme en face avec qui j'étais en couple où je me disais ah tiens elle est plus en connexion avec ses émotions, elle sait mieux gérer ses émotions ou elle sait mieux aimer que moi Par contre c'est vrai que je les exprimais pas, tu vois. J'exprimais pas forcément, je le gardais pour moi en fait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, j'ai pas de mal à parler de mes émotions, de ce que je ressens à ma compagne. Aujourd'hui, j'ai compris que le dialogue, la communication, c'était le secret en fait. Tu vois, le secret dans une relation pour qu'elle marche, clairement, c'est la communication. Tu ne peux pas avoir deux personnes qui
avec la complexité de chaque individu, s'il y a un des deux qui ne communique pas à l'autre, c'est voué à l'échec ton truc. C'est voué à l'échec parce que, encore une fois, on vit dans une société qui est de plus en plus compliquée pour les hommes et les femmes et le couple, tu vois. Et on a de plus en plus de différentes problématiques qui apparaissent. Si en plus de ça, il y a un des deux qui ne parle pas, voire les deux qui ne parlent pas, c'est mort. C'est mort dans le film. À un moment donné, ça va capoter parce que ça, les problèmes vont s'accumuler et puis à un moment donné, ça va éclater le couple, quoi. Complètement. Et qu'est-ce que tu as, hormis communiquer, qu'est-ce que tu as appris justement de ce divorce ou de ta relation où tu étais resté 2 ans avec cette mannequin? C'est quoi ce que tu as dit échec? Moi, j'aime bien pas forcément voir mes anciennes relations comme des échecs, mais c'était OK, c'était des entraînements. Et qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que maintenant je ne vais plus faire? Donc, c'est quoi les trucs c'est quoi les leçons que tu as tirées de ces, entre guillemets, échecs amoureux? En fait, voilà, le truc qui est vraiment... le truc principal pour moi, c'est la communication. Tu vois, la communication, c'est... ça, je l'ai appris à mes dépens aussi, parce que, comme je te dis, avant, quand j'étais plus jeune, je gardais tout pour moi. Je ne communiquais rien, je prenais tout, j'encaissais, et je parlais très peu. Je parlais très peu à l'autre, tu vois. Je dirais le domaine dans lequel j'ai été le plus expressif et j'ai expliqué, enfin, j'ai plus communiqué en début de ma vie de couple. En fait, c'est ma sexualité, mes attentes sexuelles, tu vois. Mais tout ce qui était émotionnel, je mettais ça de côté. Je me dis, ouais, c'est pas grave, vas-y, je garde pour moi, je dis pas ce que j'attends d'elle, machin, et à force, tu vas d'échec en échec, et tu comprends que, avec le temps, avec les échecs, tu comprends que la communication, quand même, te sauve de pas mal de panades, tu vois, tu comprends à force. Donc, aujourd'hui, je vais pas dire que je suis dans la surcommunication, mais c'est vrai que on parle, tu vois, on a des dialogues, même des longues discussions, où on prend le temps de se dire les choses, tu vois, et c'est important. Et quand c'est pas possible en vis-à-vis, parce que t'es encore dans le clash et t'as encore plein d'émotions, même si on n'est pas dans la même pièce, on prend notre téléphone et on s'exprime à l'écrit. Ah, j'adore comme stratégie, c'est chouette comme stratégie. Ouais, parce qu'il y a moins d'émotions, tu vois. Quand vous êtes tous les deux dans l'émotion, dans la colère, dans la frustration, dans peu importe ce que c'est, et que vous êtes tous les deux l'un en face de l'autre, souvent il y en a un qui va monter le ton, l'autre qui va remonter le ton, et puis après on se gueule dessus, on s'entend plus, tu vois. Alors que quand t'es à l'écrit, déjà c'est un peu moins spontané, un peu plus réfléchi. Et c'est dur de gueuler à l'écrit, tu vois. Donc les gens s'écoutent plus. Ah, c'est chouette. Bah écoute, j'adore cette stratégie. Je la partagerai parfois. J'aime beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode magnifique avec Cyril Diabaté, où on a abordé ses relations, un peu la dépression. Et dans 15 jours, on se retrouve pour aller encore plus en profondeur sur sa relation de couple aujourd'hui, la sexualité, la violence, comment un homme comme ça gère sa violence dans la société, et qu'est-ce que c'est que la violence pour lui, et aussi la dépression chez les hommes, comment s'en sortir, comment être à la fois peut-être le champion du monde pour certains hommes et en même temps d'être en dépression et de savoir comment avancer avec ça, peut-être grâce à ça. Restez à l'écoute pour le prochain épisode dans 15 jours.